Merci Adeline, merci aux organisateurs. C'est toujours un plaisir d'être aux Journées Aléa et puis merci d'être encore nombreux dans l'amphi jeudi, déjà vers la fin d'après-midi. Donc c'est un travail en commun comme c'est écrit avec Kelvin Rivera Lopez qui est maintenant aux États-Unis à Gonzaga University et qui était il y a quelques années postdoc à l'IECL. Donc je vais vous parler de chaînes de Markov sur des objets combinatoires. Donc c'est une famille de chaînes de Markov particulières, comme c'était écrit dans le texte, des chaînes montantes descendantes. Ce que j'entends juste par là, c'est que j'ai une classe combinatoire, donc pour chaque n, un ensemble que je vais appeler Sn d'objets de taille n, et je vais définir ma chaîne, elle ne va pas changer la taille des objets, donc je vais avoir pour chaque n une chaîne sur Sn, mais chaque étape de la chaîne peut se diviser en deux. Un pas montant qui, lui, augmente la taille, et un pas descendant qui, ah oui, là, il y a une typo déjà, ça commence bien, qui lui, diminue la taille. Ok, et une étape de la chaîne, c'est la concaténation d'un pas montant et d'un pas descendant. Les deux, typiquement, sont aléatoires. Donc, on va voir plein d'exemples dans le slide suivant, mais juste avant de passer aux exemples, je vais dire un mot. Donc, ce que je vais discuter, c'est les distributions stationnaires. On va avoir une hypothèse sur la chaîne qui va assurer qu'on puisse calculer la distribution stationnaire, qu'on peut dire des choses sur des temps de mélange, des choses assez précises, et qu'on peut dire des choses avec des hypothèses un peu supplémentaires sur la limite d'échelle de ces chaînes. Donc, on va faire tendre vers l'infini et chercher un processus, c'est des processus de Feller, une sorte de chaîne de Markov dans un espace d'état infini qui est l'espace des objets limites. Alors un mot de motivation juste avant de passer aux exemples. Donc une chose qui est sympa, c'est que les chaînes qu'on va voir, elles sont assez faciles, relativement faciles. On peut en dire plein de choses d'un point de vue mathématique, donc c'est ça que j'entends par tractable. Ça permet de construire des processus, des chaînes de Markov sur des espaces de dimension infinie, ce qui n'est pas évident si on ne passe pas par des limites d'objets discrets. Il y en a aussi qui ont été étudiés dans le contexte de la méthode de Stein, donc je ne vais pas du tout en parler là, mais si vous voulez en savoir plus, on peut en discuter après, autour d'une paella. Donc le premier exemple qu'on peut regarder, je sais qu'il y a pas mal de monde dans l'assistance qui aime bien les arbres et les arbres aléatoires. Donc c'est une construction qui a été proposée par Aldous. Donc là je le fais sur des objets non étiquetés, lui il le faisait sur des objets étiquetés, mais ça ne change pas grand chose. Donc les arbres qu'on regarde ici, c'est des choses qui sont non plans, non enracinées. La taille, ça va être le nombre de points de branchement. Donc ils sont binaires dans le sens où chaque nœud a arité 3. Et donc il y a des feuilles et des nœuds d'arité 3. Et la taille, c'est le nombre de points de branchement. Le pas montant, c'est de choisir une des arêtes au hasard uniformément. Et puis sur cette arête, j'ajoute un point de branchement et puis je vais ajouter une feuille. Okay ? Et le pas descendant, je choisis une des feuilles, cette fois-ci au hasard uniformément. Et puis je la retire, donc ici c'est celle-là d'en bas que j'avais choisie, et puis ça retire un point de branchement. Okay ? Donc ça diminue la taille de 1. Oui ? Oui, alors je distingue les arêtes quand je fais mon tirage au hasard. Les objets ne sont pas étiquetés, mais quand je fais le tirage au hasard uniforme, je distingue tout. Voilà. Un autre exemple, donc ça c'est des partitions d'entiers que je représente par des petits cercles parce que c'est inspiré un petit peu des constructions de type restaurant chinois. Donc ça pour moi c'est la partition 4, 3, 1, donc c'est un ensemble de cercles. L'ordre des cercles n'est pas important, c'est juste le nombre de points sur les cercles qui me donne les parts. Et puis, encore une fois, je vais ajouter un élément pour mon pas montant. Donc, j'ai deux façons de l'ajouter. Soit je l'ajoute dans un nouveau cercle, soit je l'ajoute à un cercle existant. Et puis, j'ai des probas. Donc ici, ajouter à un cercle existant, ça va être le nombre d'éléments. Le 3 ici, c'est le nombre d'éléments dans le cercle où j'ai ajouté. Et puis, il y a un paramètre alpha. Je peux faire donc 3 moins alpha sur 8 plus, il y a un paramètre θ. Le paramètre θ, il apparaît aussi ici quand j'ajoute un nouvel élément. Vous pouvez penser que alpha égale 0 et θ égale 1. À ce moment-là, c'est quelque chose d'assez connu qui s'appelle le processus du restaurant chinois. Donc on ajoute à chacune des parts avec une probabilité proportionnelle à la taille de la part, puis on a une probabilité 1 sur 8 d'ajouter un nouvel élément. Okay ? Mais ça marche très bien avec des paramètres en plus et ça donne encore plus de processus à la limite et de chaînes qu'on peut étudier. Et puis pour un pas descendant, les pas descendants, vous allez voir, ça va être toujours un peu la même chose, c'est j'efface un élément au hasard.
Okay, donc là, pareil, uniformément, j'efface un élément au hasard. Donc encore une fois, du coup, diminuer cette part de taille 3, bah, ça arrive avec probabilité 3 sur 9. Parce que j'imagine quand j'efface un élément au hasard, j'imagine que tous les éléments sont distingués. OK? Pas de symétrie, sinon on n'y arrive pas. Ok, donc ça c'est mon deuxième exemple. Juste un petit commentaire, mais je ne vais pas du tout revenir dessus, c'est qu'il y en a plein en fait des exemples. Il y a des variantes sur des partitions, il y a des choses qui sont plus liées pas au processus de restaurant chinois, mais à la mesure de Plancherel sur les partitions et des choses comme ça, des déformations avec les polynômes de Jack. Il y a aussi des variantes ordonnées qui font intervenir des compositions. C'est des chaînes qui ont beaucoup été étudiées dans la littérature. Alors, moi, j'aime bien les permutations, je crois que ce n'est pas un secret. Donc, on va les représenter ici comme dans l'exposé précédent, juste comme des points sur une grille. Bon, moi, je suis flemmard, je ne dessine pas la grille. Où il y a un point par ligne et un point par colonne. Et ce qu'on va faire ensuite, pour augmenter la taille, le pas montant, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit un point au hasard dans la permutation et il le duplique. Donc, par duplique, ce que je veux dire, c'est que je vais le remplacer par 2 points qui sont consécutifs à la fois en position et à la fois en valeur. Okay, et puis, quand je mets 2 points comme ça, j'ai un petit choix, je peux les mettre en position croissante ou décroissante. Donc mes chaînes, elles ont un paramètre P, avec probabilité P, je les mets en position croissante, avec probabilité 1 - P, je les mets en position décroissante. Alors même si j'aime mieux les permutations que les graphes, je suis inclusif, donc je mentionne qu'il y a un modèle vraiment similaire sur les graphes où on duplique un sommet et puis on choisit avec probabilité P ou 1 - P si les deux sommets jumeaux en quelque sorte sont reliés par une arête ou pas. Mais ensuite, c'est la dernière fois que je suis inclusif, après je parlerai que de permutation. Ok. Donc le pas descendant, comme toujours, on choisit un élément au hasard, on le supprime. Okay, donc ça, c'est pas mal d'exemples. Alors, avant d'en dire plus, on ne va pas se mentir. Un des intérêts de faire des objets combinatoires aléatoires, c'est de faire des dessins. Donc, un des intérêts de faire des chaînes de Markov, c'est de faire un film. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, il m'a pas mis... Ah, mince. Ah, voilà. Donc, ça, c'est ma situation de départ. Je ne sais pas pourquoi ce n'était pas sur la situation de départ. C'est parce qu'on a testé tout à l'heure. Donc, je commence avec une permutation uniforme. Une permutation uniforme, ça ressemble à ça. Et donc ensuite, je vais faire tourner ma chaîne de Markov et on va avoir ce genre de choses. Alors ça va assez vite. On ne voit pas trop ce qui se passe. Donc il y a des points qui se dédoublent. Donc comme les points se dédoublent, le nouveau point, il est toujours à côté d'un ancien point. Donc ça crée assez vite des amas de points. Et puis, comme il y a des points qui se dédoublent à certains endroits, d'autres qui sont effacés à d'autres, ben, les amas de points, ils changent pas mal de taille au fur et à mesure du temps. D'accord, donc ça fait une image un petit peu, voilà, un petit peu comme ça. Comme des fois on met en position croissante, des fois en position décroissante, on a ce genre de petite croix qui apparaît. Donc une première chose qu'on voit, c'est que c'est quelque chose, la distribution stationnaire, elle n'est pas du tout uniforme, c'est quelque chose qui au contraire a tendance à nous créer de la structure puisqu'on rajoute des points près de ce qui existe déjà. Oui. Alors, oui. Donc Q, déjà c'est mon P de tout à l'heure, donc c'est une autre typo. Et si on mettait un P qui est proche de 1, on aurait tendance à avoir une permutation qui est plus proche de la permutation croissante, et si P est proche de 0, qui est plus proche de la décroissante. Mais sinon, qualitativement, le genre, il n'y a pas de transition de phase, le genre de comportement serait le même. Et puis voilà, je fais 2000 étapes à chaque fois pour qu'on voit quelque chose qui avait l'air sympa. Ok, donc pour étudier ces chaînes, en fait, les résultats qu'on a obtenus, ils sont tous obtenus. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, on a des versions un peu plus faibles de cette hypothèse, mais évidemment, il faut mettre une hypothèse sur nos opérateurs. Et l'hypothèse sous laquelle, une hypothèse qui marche très bien, qui permet de dire plein de trucs, c'est cette hypothèse qu'on appelle de commutation, mais en fait, ça dit que ça ne commute pas tout à fait quand même. Donc, qui dit la chose suivante, c'est que si je pars d'un objet de taille n et que je lui applique d'abord le pas montant, puis le pas descendant, donc ce qui est ce que je faisais dans mes chaînes, c'est à peu près la même chose que de lui appliquer d'abord un pas descendant, puis le pas montant. Et quand je dis à peu près la même chose, ça veut dire en fait que
on peut le voir un peu comme ça. Avec probabilité bêta n, c'est la même chose, et avec probabilité 1 moins bêta n, je ne touche pas à l'objet. Okay. Et donc cette hypothèse, on peut la vérifier, et c'est même pas très difficile, dans tous les exemples que j'ai présentés, on peut la vérifier, donc j'ai mis là les valeurs de bêta n, mais c'est pas forcément la peine de regarder les détails. L'idée, c'est que comme toutes mes chaînes, elles étaient construites en ajoutant et en enlevant un élément, en fait, si je les enlève, si j'ajoute et que j'enlève un élément un peu à des endroits différents dans la permutation, bah, si je l'avais fait dans l'autre sens, ça me fait la même chose. Enfin, vous voyez, je pense déjà aux permutations, mais c'était vrai aussi dans les partitions d'entiers, dans les graphes, etc. Par contre, oui. Oui, tout à fait. Je peux commenter un petit peu là-dessus. Je finis juste l'intuition. Par contre, si j'enlève un élément qui est un des deux dans les permutations, j'avais dupliqué un élément en deux. Bah, si j'enlève un élément qui est un des deux que je viens de créer, bah ça ne me change pas ma permutation, donc c'est cette identité, mais c'est quelque chose que je ne peux pas faire dans l'autre sens. Quand j'efface et que je recrée, bah comme je l'ai effacé, je ne peux pas dupliquer l'élément que j'avais effacé. Donc c'est quelque chose qui existe ici, d'effacer l'élément qu'on vient de doubler, d'effacer une des copies de l'élément qu'on vient de doubler, mais qui n'existe pas là. Mais comme ça donne l'identité, ça nous fait essentiellement cette relation-là. Donc c'est des choses effectivement qui sont apparues, alors qui sont assez connues il y a une littérature sur ce qui s'appelle les possèdes différentiels, qui sont par exemple le graphe de Young, des partitions, qu'on peut dire plein de choses quand on a le genre d'opérateur qui vérifie ces énoncés. Dans ce genre de relation, pardon, dans le contexte vraiment probabiliste, ça apparaît un peu dans un papier de Fullman et on s'est inspiré de ça pour la partie dont je vais parler sur les vitesses de convergence vers la probabilité stationnaire. De façon un peu surprenante, les gens qui avaient fait des résultats de scaling limit sur ces chaînes montantes descendantes, ils n'utilisaient pas ça. Et nous, en fait, une des choses qu'on a vues, c'est qu'en utilisant ça, on peut avoir une approche qui est assez générale sur ces résultats de limite d'échelle. Ça, c'est pour le côté rapport un peu avec la littérature. Mais oui, en effet, c'est des choses qui ne sont pas... ce type de relation n'est pas nouveau. Ok, donc je vais vous parler d'abord de distribution stationnaire, parce que je pense que quand on voyait la simulation, une des premières choses qu'on remarque, c'est que la distribution stationnaire, elle n'est pas du tout uniforme. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, sous cette hypothèse de commutation, on a une description vraiment simple de la distribution stationnaire. On part de l'élément de taille 1. Je ne l'ai pas dit, mais dans tout l'exposé, je vais supposer que c'était écrit sur le premier slide que j'ai un unique élément de taille 1. Donc on part de l'élément de taille 1 et ensuite on n'applique que des pas montants. Donc si vous voulez échantillonner quelque chose selon la distribution stationnaire, vous embêtez pas avec les pas descendants, vous partez de 1 et vous faites que des pas montants. Dans le cas des permutations, puisque j'aime bien les permutations, on a une autre description qui est, c'est pas très dur de passer de l'un à l'autre, de la distribution stationnaire, mais je vous la dis parce que c'est ça qu'on va vraiment voir sur l'image suivante. C'est, si vous voulez échantillonner la distribution stationnaire, vous pouvez aussi faire la chose suivante. Donc je vais échantillonner mon sigma n. Je vais faire quelque chose de récursif où je vais couper en deux ma permutation. Et du coup, je vais tirer la taille du bout de gauche, disons, uniformément entre 1 et n-1. Okay. Ensuite, je vais tirer un sigma primi qui va être mon bout de gauche et un sigma seconde de n-i qui va être mon bout de droite. Donc sigma seconde, c'est des copies indépendantes de sigma. Donc ça veut dire, si je veux faire un échantillon, ça veut dire que je vais devoir faire un algorithme récursif. Okay. Et puis, avec probabilité P, je colle mes deux diagrammes dans ce sens-là. Donc c'est ce qu'on appelle des fois une somme directe de permutations qu'on écrit avec ce plus. Et avec probabilité 1-P, je colle mes deux diagrammes dans ce sens-là. Donc c'est somme, skew sum en anglais, somme tordue. C'est pas très joli, mais une permutation et qu'on écrit avec le moins. Et ça, si je fais ça, ça a la distribution de Mn, donc la distribution stationnaire de ma chaîne de Markov. Et on avait étudié ça dans un article précédent avec Kelvin. C'est un modèle de permutation séparable, aléatoire, mais qui ne sont pas uniformes. Et on avait appelé ça, comme ça se construit par récurrence,
la permutation séparable récursive. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Oui. Bien sûr. Je ne comprends pas le S1S. Alors, c'est juste, S1, c'est l'unique objet de taille 1. Donc ça, je vois ça comme une matrice de transition, comme j'ai multiplié des matrices qui vont de S1 dans S2, de S2 dans S3, etc. Ce produit-là de matrices, ça va de S1 dans Sn. Et donc, petit S1, c'est l'unique objet de l'ensemble S1. Et S, c'est l'objet dont je suis en train d'écrire la probabilité sous la mesure stationnaire de trouver un élément petit s qui appartient à Sn. Donc c'est écriture matricielle. Oui, donc oui, ma distribution stationnaire, donc là à gauche je l'ai simulé ma distribution stationnaire, donc en partant de la permutation de taille 1 et en appliquant mes opérations, mais pas mon temps. Et puis j'ai rajouté un petit peu à la main des carrés qui vous montrent les décompositions successives. D'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est un plus. Donc là, il se trouve que la première coupure, elle est très déséquilibrée, même si le i il est uniforme. Là, il était très proche de 1000. Mais ensuite, c'est un peu plus équilibré. Donc là, j'ai une deuxième coupure avec un signe moins, etc. Donc on voit la structure récursive de ces permutations. Et là, à droite, c'est ma chaîne de Markov après 250 000 étapes. Donc ça ressemble un peu comme genre d'image, bon, sauf que les points sont plus gros, ça c'est juste que j'ai fait les simulations à des moments différents et que je n'avais pas réglé les paramètres pareils. Ce qu'on voit aussi qui est plus intéressant, c'est qu'il y a des petites erreurs. Ça ne devrait pas exister si on était vraiment sous la distribution stationnaire. Ça c'est parce que la chaîne de Markov, elle n'a pas encore mélangé en fait à 250 000 étapes. Donc, après cette remarque, vous vous demandez, mais quand est-ce qu'elle mélange? Alors, pour répondre à cette question, il faut une notion de distance entre des lois de proba. Et il y en a plusieurs dans la littérature sur les temps de mélange de chaînes de Markov. Il y en a une que je vais utiliser là, juste parce que c'est celle-là qu'on sait calculer, hein, soyons honnêtes. C'est la distance de séparation. Donc la distance de séparation, on pourrait la définir entre deux probabilités, distribution de probabilité sur un espace fini S, mais là je vais vraiment la définir pour une chaîne de Markov. Donc après m étapes, la distance de séparation elle est définie de la manière suivante. Je regarde ma chaîne que je démarre à un point X, je regarde la probabilité d'être en un autre point Y ou éventuellement le même, et je vais comparer ça avec la distribution stationnaire prise en Y. Donc quand m est grand, on a fait beaucoup d'étapes, ces deux choses-là sont censées être proches, donc ça c'est censé être proche de 1, donc 1 moins ça c'est censé être proche de 0. Le delta m, donc on peut voir par un petit argument qu'il est toujours positif, il va être proche de 0. Okay, par contre quand m est petit, a priori ça si on n'est pas trop proche de x ou la proba là elle va être très petite même si m de y est grand, donc on va avoir un delta qui est proche de 1. Et on maximise sur tous les y possibles et sur tous les points de départ possibles, x, y. Et pour que ce soit bien défini, ici on a des petits problèmes, on a des mesures stationnaires qui ne chargent pas tout le monde, donc on prend le max que quand n de y est différent de 0. Donc c'est assez standard comme façon de regarder. Et en fait, on va pouvoir vraiment calculer ces delta m dans les chaînes avec l'hypothèse C là, de commutation que j'aime bien et avec une petite qu'on aime bien et avec une petite hypothèse supplémentaire qui est très facile à vérifier dans la plupart des exemples, qui est qu'on a deux éléments dans notre chaîne de Markov qui sont assez éloignés. Donc là, c'est la distance, quand je dis distance n-1, c'est pour la chaîne de Markov, donc ça veut dire que je ne peux pas passer de l'un à l'autre en moins de n-1 étape. Et donc ça, par exemple, dans l'exemple de partition, comme on enlève et qu'on rajoute un élément à chaque fois, si je veux passer de là où j'ai tout le monde dans la même part à là où j'ai tout dans des parts différentes, il me faut n-1 étape. Pareil en permutation, si je veux passer de celle-là de l'identité à sa reverse, à la diagonale opposée, il me faut n-1 étape. Comme j'ai des choses pas étiquetées, malheureusement, c'est pas vrai dans les arbres. Et ça peut pas être plus que n-1 ? Ça peut pas être plus que n-1, alors ça peut se voir à cause de la relation de commutation. Il y a aussi un petit argument à partir des valeurs propres Bon, je ne vais pas commenter là, mais ça ne peut pas être plus que n-1. Et
si on sait ça, si on a cette hypothèse-là et C, donc de manière quand même assez générale, on a quelque chose de complètement explicite pour cette distance de séparation. Donc, sous ces hypothèses-là, le résultat général, c'est dans notre papier qui va bientôt sortir avec Kelvin, mais bon, il y a quand même beaucoup d'idées là-dessus, il faut être honnête, qui sont prises dans l'article de Fullman, donc je le cite aussi. Et bon, voilà, l'intérêt, c'est vraiment que ce soit complètement explicite, donc les CN, c'est des expressions assez simples de mes bêta qui apparaissaient dans l'hypothèse de commutation, et puis là, j'ai cette somme de produits. Oui. Tout à fait. Et M, c'est le nombre d'étapes que j'ai fait où j'ai fait tourner ma chaîne de Markov. Tout à fait. L'idée de prendre ces hypothèses, c'est que ça va être les éléments qui vont réaliser le max. Et voilà, dans la littérature sur les temps de mélange, il y a assez peu d'exemples où on a des choses explicites, donc c'est pour ça. Et je vais vous parler un peu d'asymptotique, mais un peu plus tard dans l'exposé, si j'ai le temps. Un petit commentaire, donc maintenant je vais passer sur des questions de limite d'échelle, mais vous expliquer aussi pourquoi quelque part on peut calculer des choses dans ces exemples. En fait, on peut calculer des choses dans ces exemples parce qu'on sait vraiment calculer les valeurs propres de notre matrice de transition. Donc on sait bien que pour les chaînes de Markov, de diagonaliser la matrice de transition, c'est un point un peu clé quand on veut étudier une chaîne de Markov sur un espace d'état fini. Et en fait, grâce à l'hypothèse de commutation, là, l'hypothèse C ou de commutativité, je ne sais pas comment je dois l'appeler, on peut vraiment écrire de manière générale. Alors ici, je ne vais pas vous écrire les vecteurs propres, mais je vais vous écrire une forme un peu c'est pas une base, c'est une famille sur laquelle notre opérateur Pn agit de manière triangulaire. Et ça permet de comprendre les valeurs propres. Et en fait, cette famille, c'est quelque chose de très naturel, donc c'est ce que j'ai noté ici, dt taux de sigma. C'est juste, donc encore une fois, j'ai la même notation matricielle qu'avant, donc ce Pn, Pk plus 1, ça veut dire que je vais enlever successivement des éléments pris au hasard. Sigma, il est de taille n et taux, il est de taille k, et ici, c'est la probabilité de passer de sigma à taux en enlevant successivement des éléments pris au hasard. Donc en fait, c'est la proportion de taux dans sigma, en termes de motifs dans les permutations et de sous-partitions dans les partitions, etc. Et en utilisant les relations de commutation, donc vous voyez que ça s'écrit avec l'opérateur de pas descendant. Mon Pn, c'est opérateur de pas montant, opérateur de pas descendant. Donc je peux jouer avec cette relation et on arrive assez... C'est pas très difficile d'écrire une chose comme ça. Donc ici, l'action sur d taux. Donc d taux, il est de taille k, mais d taux, c'est une fonction sur toutes les permutations ou tous mes objets. Mais je peux le voir... Quand j'étudie la chaîne Pn, je peux le voir comme une fonction sur les objets de taille n, donc c'est un vecteur dans C à la puissance Sn, donc je peux regarder l'action, ma matrice de transition là-dessus. J'ai mon d taux qui apparaît avec un certain coefficient, et puis j'ai des permutations ici plus petites, des d-ρ pour des ρ plus petits, qui apparaît et tout est complètement explicite. Donc ça, c'est une forme un peu triangulaire, donc ici je retrouve vraiment les valeurs propres de ma matrice. Et en fait, ce qui est utile pour cette histoire de vitesse de convergence, c'est qu'il y a assez peu de valeurs propres distinctes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles ont vraiment des grandes multiplicités. Si vous pensez que SK, c'est K factoriel, voilà, on a une chaîne qui agit sur un espace de taille n factoriel, mais qu'on n'a que n valeurs propres distinctes. Et cette formule aussi d'action sur les d taux, elle va nous permettre de passer à une limite d'échelle. Et pour ça, on n'a pas besoin on a besoin d'un peu d'hypothèses supplémentaires parce qu'on a besoin de dire qu'il y a un espace où va vivre cette limite d'échelle, mais on n'a pas besoin de grand-chose. Ce qu'on a besoin, c'est juste de dire qu'il y a on a un espace limite et que la convergence dans l'espace limite, donc je suis un peu informel, équivaut à la convergence des d taux. Et
Ces espaces, ils sont essentiellement connus. Alors sur les permutations et les graphes, c'est les permutons et les graphons. Donc c'est des théories, je ne vais pas dire ce que c'est, il y en a certains, pas mal d'entre vous le savent, mais ce qui est important ici, c'est juste que converger en termes de permutons, ça correspond à converger en termes de densité de motifs. C'est la convergence des détaux. Pour les partitions, ici, ce qui va nous intéresser comme espace limite, c'est le simplex de Kingman, qui est vraiment un espace assez naturel de partition continue. Et pour les arbres, là, c'est pas complètement satisfaisant. Donc, Nicolas nous a parlé de convergence GHP, c'est ça qu'on aimerait avoir dans l'idéal. Mais on a besoin d'avoir un espace qui a une topologie plus faible, donc qui pourrait être équivalent à la convergence des DT dans les arbres. Donc, c'est les espaces des arbres algébriques, et ça a été introduit récemment dans cet article. Ici, on a ça. Donc, je suis un peu en retard, je suis désolé, je vais aller un peu vite. L'essentiel, il y a beaucoup de texte sur ce slide, mais l'essentiel, c'est que nos chaînes de Markov, si on renormalise le temps d'une bonne façon, on va avoir une convergence vers, alors c'est une diffusion de Feller, mais c'est une chaîne de Markov dans l'espace E essentiellement. Okay, et une chaîne de Markov, c'est décrit par la matrice de transition. Quand on est dans un espace infini, les diffusions de Feller, elles sont décrites par ce qu'on appelle un générateur, donc qui correspond, la matrice de transition, c'est l'espérance de n'importe quelle fonction de notre matrice au temps 1. Le générateur, c'est l'espérance de n'importe quelle fonction de notre processus à un temps très petit. C'est la dérivée en zéro de ça. Et on a une formule explicite pour le générateur sur nos fonctions favoris qui sont ces densités de motifs. Donc, le message, c'est qu'avec cette hypothèse C, s'il y a une bonne théorie limite pour nos objets, on a quasiment gratuitement la convergence des chaînes de Markov vraiment en tant que processus, du processus dynamique vers une espèce de chaîne de Markov sur l'espace limite. Voilà. Et pour boucler un tout petit peu la boucle, on peut montrer, en fait, si on regarde l'asymptotique de la formule qu'on avait tout à l'heure qui donne explicitement la distance de séparation, ça correspond à la distance de séparation du processus limite. Et on a une formule, encore une fois, assez explicite pour ça. Alors, pour pouvoir bien passer à la limite, il y a quelques petites hypothèses un peu analytiques. Voilà pour les permutations. Et je vous remercie de votre attention. Merci Valentin. Est-ce qu'il y a une question? Il y en a un peu partout. Ce que tu racontes me fait penser à une situation, je ne sais pas du tout si ça s'applique, mais tu connais probablement déjà le truc, c'est les glissements de dominos dans le diamant aztèque. Tu as un processus qui fait grossir ton diamant aztèque, et puis ça, c'est assez facilement inversible pour descendre de taille. D'accord. Et le processus usuel, il est utilisé en partant de la taille 0 ouais. pour monter uniquement, pour faire un pavage uniforme par domino. Donc on itère un truc qui monte. Je ne sais pas du tout s'il y a le type de relation de commutation que tu décris. Mais là, c'est une situation où la distribution, enfin, monter à partir de 0 est beaucoup plus simple que d'itérer. C'est le cas dans pas mal de ces objets-là. Là, pour les permutations, par exemple, c'est plus simple aussi d'étudier vraiment monter autour de 0, mais l'intérêt du coup de la chaîne, c'est que ça donne un modèle dynamique aussi, une dynamique sur l'espace limite. Mais du coup, ouais, je sais pas, on peut regarder si ça a l'air de vérifier. Dans la plupart des exemples, c'est pas très très dur à partir de l'intuition que j'ai donnée de se convaincre. Des fois, les détails sont un peu pénibles. À l'exception de celui qui fait intervenir des polynômes de Jack. Je ne vous ai pas mis ça. Merci.
Du coup, on va passer... on va remercier encore Valentin et passer à la séance d'exercice.